Bonjour à toutes et bienvenue sur la Sportive Outdoor. Aujourd'hui, je reçois Jenny Diab du site JD Road Trip. Et aujourd'hui, j'ai demandé à Jenny de venir vous présenter son expérience sur Saint-Jacques-de-Compostelle, puisqu'elle a parcouru le chemin de Saint-Jacques entre chez elle à Cahors et Saint-Jacques-de-Compostelle pendant 7 semaines en solo. C'est donc une sacrée expérience et j'avais très envie qu'elle puisse nous en parler. Alors, bienvenue Jenny, et est-ce que tu peux te Merci. présenter? Merci de m'accueillir. Voilà, moi je m'appelle Jenny. Ça fait un petit peu plus de 13 ans, je crois que j'ai mon blog. Et effectivement, en 2019, je me suis lancée dans l'expérience de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà un peu. Sinon après, effectivement, moi je suis très outdoor. Je fais beaucoup de la grosse itinérance, donc on va dire que Saint-Jacques-de-Compostelle était un peu l'élément déclencheur de tout ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'aime beaucoup la grosse itinérance, j'aime beaucoup pouvoir me surpasser et voilà, aller voir jusqu'où mon corps peut aller. Et, autant le corps que le mental aussi, parce que autant de temps, c'est aussi du mental. Donc voilà, moi je suis beaucoup tout ce qui est sport outdoor, extérieur, etc. quoi. Ok, donc tu disais c'est un déclencheur. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu as toujours fait de la randonnée ou c'est vraiment à partir de Saint-Jacques que ça a démarré en fait? Alors, je faisais de la randonnée et j'aimais beaucoup marcher. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, ce qui n'est pas du tout en city trip, par exemple, quand on fait New York ou Los Angeles, qui sont des très grosses villes. Moi, je faisais tout à pied. Ça m'arrivait de faire 20 bornes dans la journée. Donc, parce que j'aimais pas prendre les transports. Donc, on va dire que marcher fait un peu partie de mon quotidien. Oui, je faisais de la randonnée. Mais c'est vrai que Compostelle était le premier chemin en grosse itinérance aussi longtemps. Alors je vais démarrer avec une question, je pense, à laquelle tu as déjà dû répondre 100 fois, mais qui nous intrigue forcément dès qu'on croise quelqu'un qui fait une aussi longue rando. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à faire le chemin de Saint-Jacques? Alors, déjà, je vis sur le chemin, je vis à Cahors, donc on va dire que forcément, on y pense quand on voit les gens passer, mais on va dire que l'élément déclencheur, c'était je voyageais beaucoup, j'étais invitée pas mal, ma vie professionnelle était cool, mais c'était plus le côté perso qui allait pas trop à ce moment-là. J'étais dans une phase un peu difficile avec moi-même, difficile avec mes émotions, et en fait, je voulais quelque chose de simple. Et je savais que, en gros, j'avais besoin d'un objectif simple, c'était de marcher, dormir, manger, marcher, dormir avec un objectif, était d'arriver au bout. Et en fait, je voulais un peu me retrouver, je pense aussi avec moi-même. J'étais en moment de ma vie où je me questionnais beaucoup sur des choses. Et en fait, je me suis dit allez, c'est le moment de prendre du temps pour moi, et je me suis lancée là-dedans vraiment sans savoir où j'allais, clairement. Excellent, c'est un sacré défi. Et est-ce qu'il y Ouais. avait en plus, comme le chemin de Saint-Jacques, ça reste un pèlerinage pour beaucoup, est-ce qu'il y avait aussi une dimension spirituelle pour toi ou pas spécialement Non, pas spécialement, parce que moi je suis pas du tout croyante, mais le côté spirituel, c'était, il est venu sur le chemin, c'est vrai, parce qu'en fait, tu te prêtes au jeu dans le sens où tu vas dans les églises, tu participes aux messes des pèlerins, on t'accueille un peu partout dans les églises parce qu'en fait tous les soirs tu as des messes de pèlerins, puisque vraiment le chemin est organisé pour ça, et du coup tu te prends au jeu. Et effectivement, moi je me suis retrouvée avec des émotions dans les églises où je me suis mise à pleurer, alors que voilà, c'était un lieu, on va dire, un peu neutre. Et c'est vrai que tout ce qui était dit, effectivement, par rapport à la messe du pèlerin, et voilà, tout ce qu'on pouvait partager aussi entre pèlerins à ce moment-là, me parlait peut-être au moment précis. Et du coup, ouais, je pense que ça vient avec le chemin, en fait. Ouais, c'est intéressant. Ça veut dire que en fait, tu peux trouver cette dimension spirituelle sans forcément être croyant. Enfin, c'est pas lié à la croyance. Ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça, ouais. Mm. Et pour ta préparation, je sais qu'il y a plusieurs variantes du chemin de Saint-Jacques. Donc toi, t'es parti de Ouais. Cahors, mais à partir de Cahors, est-ce que t'avais le choix en fait d'emprunter un chemin ou l'autre? Et du coup, comment t'as choisi? Non, je sais que quand tu pars du Puy, tu as après la variante pour Rocamadour, mais moi j'étais après, donc j'ai pas eu, en tout cas en France, j'ai pas de variante. Oui, j'ai la D'accord. variante quand j'arrive en Espagne, où j'avais la possibilité de prendre le Camino del Norte ou le Camino Frances. Et en fait, je voulais absolument prendre le Camino Frances, qui est le chemin en fait de base, et celui le plus connu et que tout le monde fait.
Et en fait, ouais, pour une première, je voulais partir sur quelque chose de basique et l'itinéraire principal de base. Ouais, ça paraît assez Oui, oui. logique. Et comment est-ce que tu t'es préparé physiquement? Donc tu dis tu marchais déjà pas mal, alors pas forcément en rando, mais dans les villes, donc enfin, ton corps était habitué à marcher. Mais là, c'est vrai que c'est encore autre chose, parce que ça veut dire que tu Ouais. marches pendant des semaines, tous les jours, enfin peut-être avec des journées de pause, tu nous diras, mais en tout cas, c'est jamais pareil d'enchaîner un effort comme ça plein de jours d'affilée que quand on le fait en isolé. Donc est-ce que tu as fait une préparation spécifique pour ça? Pas du tout. Pas du tout. Non, non, mais clairement, pas du tout parce qu'en fait, je partais pas. C'est-à-dire que je savais que j'allais le faire, je savais pas quand. Et en fait, j'attendais vraiment le beau moment où psychologiquement j'allais être apte à pouvoir aller au bout. Et en vrai, très honnêtement, hein, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire que j'ai dit, OK, là c'est le moment. Et vraiment, c'était peut-être une semaine avant, j'ai dit allez hop. Je savais que c'était la période, c'est-à-dire que je savais que généralement ça se fait entre avril, on peut pousser jusqu'à septembre, octobre selon s'il fait bon ou pas. C'est vrai que l'été c'est très prisé aujourd'hui, surtout après Covid, c'est encore plus prisé qu'avant. Mais c'est vrai que moi je suis partie, on va dire hors saison. Je suis partie je me souviens c'est le 18 juin, et à partir de là. Euh, je me suis pas préparée. Enfin, c'était une semaine. J'ai pris mon sac, j'ai fermé la porte de chez moi et je suis partie. Clairement, c'est Parfois, c'est bien voilà. aussi. Oui, voilà. C'était. Je pense que en fait, comme je ne savais pas où j'allais et je ne savais pas ce que c'était, je suis partie vraiment dans l'inconnu le plus total. Pour te dire, pour moi, quand je me suis vaguement renseignée avant, et je pensais que le chemin de base tu marches et tu réserves le jour où tu arrives sur les lieux et c'est comme ça que ça fonctionne. Pas du tout. Je suis arrivée sur les lieux, tout était complet de ma première étape. Et là, il a fallu effectivement que je m'organise et que je trouve un lieu. Et finalement, je me suis pas retrouvée. Tu vois, la première étape, je me suis pas retrouvée dans un truc avec plein de pèlerins. Je me suis retrouvée dans un gîte parce qu'en fait, tout était complet. Et en fait, j'ai vite compris qu'il fallait un peu réserver en amont après quand j'étais sur le chemin et je réservais 3-4 jours maximum pour me laisser assez libre de mes mouvements, quoi. Ouais, d'accord. Ça rejoint la question que j'allais te poser. Comment est-ce que tu as planifié ton itinéraire? Tu ne l'as pas planifié, en fait. Non, C'était vraiment spontané, mais c'est génial non. aussi de partir vraiment de manière, ouais, totalement à l'improviste et puis Alors, tu vois et tu découvres, quoi. ouais, tout à fait. Mais alors, tu te prépares pas, mais en même temps, il faut savoir un truc, c'est que quand tu pars longtemps comme ça, tu fais pas le même nombre de kilomètres quand tu démarres que quand tu finis. Mhm. Donc, c'est vrai que au début, je savais que du 20-25 kilomètres, ça allait être plus ou moins faisable pour moi. Donc, je me basais un peu sur ça au niveau des étapes et surtout, je me basais par rapport peut-être un peu aux événements qu'il pouvait y avoir dans la ville ou les villages, parce qu'il faut savoir, et aussi les supermarchés où manger, etc. Parce que des fois, tu te retrouves on arrivait l'été et t'avais tous les petits villages qui faisaient les petites fêtes des villages. Donc du coup, bon bah, tu savais que tu pouvais manger pour pas cher et puis que tout le monde allait être là et que ça allait être cool. Après, il y a personne, hein, il y avait pas de boucherie, il y avait pas d'épicerie, il y avait rien. Donc quand on tombait sur des petits bleds comme ça, c'était cool. Mais c'est vrai que j'essayais de trouver des étapes où si j'avais besoin d'une pharmacie ou d'acheter à manger ou de tirer de l'argent, je m'adaptais un petit peu à ça. Mais je restais entre 20 et 25 kilomètres au départ, ce qui n'était pas le cas une fois que, tu vois, j'ai augmenté mon rythme, où après j'étais plus sur du 30-35 kilomètres. Donc forcément, après, tu t'adaptes en fait, t'adaptes vraiment tes étapes par rapport à ton rythme et tu vois ce que tu es capable de faire ou pas et si tu veux t'arrêter avant, pas avant. Enfin, après, ça reste du mental aussi parce que je pense que quand on part aussi longtemps, alors, il faut aimer marcher, oui, mais je pense que c'est du gros mental. Enfin, Mm. quand tu pars le faire en entier, la façon dont je l'ai fait, c'est une grosse partie psychologique et te dire voilà, je vais au bout et je pense qu'une fois que le mental il est là, le physique il suit quoi. Enfin, après ça a été comme ça pour moi, donc forcément, voilà. Ouais, ça ressort souvent dans les témoignages, Ouais. bah, alors que ce soit de la rando comme ça en itinérance, mais même d'épreuves un peu longues, dès qu'il y a ce côté très long, souvent j'ai l'impression qu'il y a quand même une part, de mental très importante aussi, quoi. Ouais, clairement. Et du côté de l'équipement,
Alors t'es parti à l'improviste, mais en même temps t'avais peut-être déjà quand même certains Ouais. équipements. Par exemple, tes chaussures de rando, j'imagine t'étais peut-être quand même déjà habitué à les utiliser. Est-ce que t'as fait des achats particuliers, type un sac, parce qu'il se trouve que t'en avais pas qui collait? Et est-ce que par rapport à ça, t'as des choses à recommander ou au contraire à déconseiller pour Ouais. des gens qui voudraient le faire? Je Niveau pense qu'au début, équipement. on part. Moi, je me suis vidée, j'ai mis le strict nécessaire et encore, il y en avait trop. Mais c'est vrai qu'on part avec des choses qui sont inutiles au départ. Et ça, on s'en rend compte petit à petit. Et je sais que en France, j'ai dû faire peut-être 3 envois postaux pour renvoyer, tu vois, les bouquins Miam Miam Dodo qui m'ont servi au début pour faire la réservation, mais je me suis vite aperçue que maintenant sur Internet, tu peux tout trouver et qu'il y avait des très bons sites qui faisaient le truc. Donc, je me suis débarrassée de ça. Au début, j'avais des sandales. Je me suis dit, je marchais avec des sandales ouvertes. Je me suis vite aperçue que ça allait pas coller. Au cas où j'avais des ampoules, hop, j'ai renvoyé des vêtements, plein de choses. Et en fait, j'ai renvoyé beaucoup de choses. Je pense qu'au départ, je suis partie avec peut-être 12 kilos à peu près. Je pense que j'ai fini avec 7-8 kilos. Et encore, même si je faisais un peu plus de kilos, c'était de la bouffe. Clairement, Hmm. vers la fin, c'était que de la bouffe. Et il y a un proverbe qui dit quand on est sur le chemin qu'on part avec ses peurs dans le sac à dos. Et Ouais, c'est forcément, moi, classique ça. j'avais beaucoup de bouffe, donc je pense que j'avais peur de manquer de bouffe, alors que pas du tout. Mais j'avais toujours un sac de pâtes d'1 kilo, de la sauce tomate, enfin des trucs, voilà, surréalistes. Mais parce que je pense que je me suis retrouvée tellement dans des bleds en France où il y avait rien que du coup en Espagne j'avais toujours ça, alors qu'en Espagne c'est complètement très différent de la France. Mais c'est vrai que en vrai, voilà, moi j'avais pas de bâton de marche à l'époque. Aujourd'hui, si je dois repartir, je prends des bâtons de marche, clairement. Je pense que ça aide, surtout quand on part aussi longtemps. Je pense qu'il faut partir. Moi, le sac, je l'avais déjà, des bonnes chaussures aussi de randonnée et des tiges, j'ai envie de dire euh, mid ou hautes, parce que quand on traverse les Pyrénées ou quand on arrive en Galice, on se retrouve quand même un peu dans la caillasse et c'est quand même mieux, effectivement, d'avoir des chaussures adapté, même si aujourd'hui, si je devais repartir, je partirais certainement avec des chaussures de trail parce que c'est plus léger. C'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus adaptées et puis elles accrochent bien. Mais quand on se retrouve avec des situations où il a plu de ouf et que c'est boueux, les chaussures de trail, enfin voilà, moi ça m'est arrivé d'avoir vraiment de la boue jusqu'aux chevilles, surtout quand on passe dans les champs le matin et tout. Donc voilà, ça serait aujourd'hui si je devais repartir, ce serait une question que je me poserais. Mais je pense que c'est pas impossible de partir ni avec l'un ni avec l'autre. Enfin, c'est possible, il y a aucun problème. Et c'est vrai que je blinderai pas mon sac à dos à la fin. Vraiment, j'avais 3 t-shirts, euh, j'avais quelques sous-vêtements effectivement pour pouvoir voilà faire quelques jours sans avoir forcément besoin de faire de la grosse lessive. Mais j'avais 3 t-shirts techniques, donc des trucs qui sèchent vachement vite. Je crois que j'avais un short pour être à l'aise quand j'avais fini de marcher. J'avais un pantalon short qui se transformait selon la météo pour pas avoir froid. J'avais une petite veste légère, une doudoune qui se plie facilement, voilà, qui peut être assez accessible et que tu peux mettre rapidement dans le sac. Un duvet, parce que le duvet, il va être utile en Espagne, parce qu'on se dit, ouais, il fait chaud là-bas, mais pas tant que ça. Surtout que, enfin voilà, les nuits sont fraîches et il suffit qu'on se retrouve dans un dortoir avec quelqu'un qui ouvre les fenêtres ou quoi. Enfin, même si effectivement ils fournissent des couvertures et tout, c'est toujours mieux de l'avoir. Euh, et après, la trousse basique de pharmacie, tout ce qui est ampoule, pour tout ce qui est ampoule, voilà, de quoi se soigner assez rapidement, même si on trouve en gros des pharmacies et que j'ai clairement acheté pas mal de choses sur le chemin. Mais voilà, partir léger, je dirais une gourde filtrante et peut-être une gourde normale. La gourde filtrante, voilà, les rivières et tout, ça peut être utile, surtout quand on est au milieu de rien. Ça peut être top. Et je prends l'exemple de cette étape en Espagne où il y a, je sais plus combien de bornes, je crois qu'il y a, je dirais 10 bornes ou peut-être pas 8 bornes où il y a rien, mais rien. C'est-à-dire vraiment, c'est de la ligne droite. Il y a rien, il y a pas un robinet, il y a rien. Je crois que c'est 8 bornes.
Donc, il vaut mieux avoir ce qu'il faut au niveau en eau. En tout cas, moi, j'ai eu de la chance. J'étais sur une période où il faisait pas froid, mais il pleuvait pas. Mais voilà, donc j'avais pas besoin en eau énorme. Mais voilà, de prendre le strict nécessaire, voilà, de brosse à dents, voilà, pas emmener une trousse entière, ça sert à rien. Prendre des trucs minimalistes, voilà, un savon qui fait tout, enfin, brosse à dents, presque la couper s'il faut, enfin, minimaliste à fond et voilà. Ouais, optimiser, optimiser. Ouais, clairement. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type? Et est-ce que, en fait, cette journée type, est-ce que tu la répétais, répétais, répétais? Ou est-ce que tu faisais quand même des journées de pause aussi pour couper et te reposer au milieu? Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième. Oui, j'ai fait des journées de pause, surtout au début. Euh, Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'au bout de 10 jours, tu as une grosse fatigue qui arrive. Et surtout, quand tu démarres, tu as des ampoules. Donc oui, au début, ça m'est arrivé. Alors, je faisais pas forcément des pauses, mais je sautais l'étape via des bus parce que tout est organisé autour du chemin. Donc, j'avais la possibilité, effectivement, mon jour de repos était juste de m'avancer en bus pour continuer, en fait, dans ma lancée. Ça m'est arrivé de faire, effectivement, peut-être en tout peut-être 4-5 jours de repos, mais pas plus que ça. Mais c'était vraiment au début pour soigner mes pieds, etc. Et ensuite, la journée type, en fait, c'est assez différent en France et en Espagne. La journée type en France, comme en fait, on finit par faire des rencontres et qu'on marche avec des gens, euh, on est dans cette optique où, ben voilà, on a envie de rester dans cette atmosphère et on s'entend bien, on finit par tous se connaître et généralement, bon bah, c'est des horaires assez basiques. Tu démarres vers 8h, 7h30, 7h, ça dépend s'il fait chaud ou pas. Et puis voilà, tu démarres. Mais moi, j'étais quelqu'un qui aimait bien partir tôt et arriver tôt. Mais en France, c'est vrai que je me suis pas mal adaptée aux gens avec qui je marchais, et qui me convenaient aussi. Hein, je me suis pas forcément mis à leur rythme, mais ça me convenait. Alors qu'en Espagne, ben à 8h, j'étais au lit, à 5h, j'étais réveillée, à 5h30, j'étais partie. À 6h, 6h, 6h30, je m'arrêtais dans un café pour prendre un petit déj type café croissant et je repartais et souvent j'avais fini mon étape à midi, midi et demi, 13h. C'est un rythme qui est très différent et ça me convenait. Mais peut-être que je l'expliquerai pourquoi effectivement mon rythme a été Oui, changé j'allais te plus demander tard. pourquoi c'était décalé. Est-ce que c'était la chaleur? Est-ce que c'était parce qu'il y avait plein de monde dans les refuges et donc il fallait arriver tôt? Ou qu'est-ce qui fait Alors, cette différence? la différence, c'est que déjà, le chemin, il est différent en France et en Espagne. C'est-à-dire qu'en France, on est plus sur un rythme un peu tranquille, avec la pension complète, dans les auberges et tout. Tu vois, c'est bon enfant, t'es avec les gens, tu discutes. T'as ce rythme que tu prends et que quand tu démarres, ben, tu te mets à l'aise et tu rencontres des gens et tu kiffes et voilà, et tu restes dans ce rythme-là. Et puis en fait, moi, je continuais et tous les Français s'arrêtaient à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Donc en fait, je me suis retrouvée toute seule après. Et quand je te dis toute seule, c'est toute seule. C'est-à-dire que moi, j'ai vu tous les gens s'arrêter à Saint-Jean-de-Pied-de-Port et là, je me suis dit, ah ouais. Donc en fait, je reprends un nouveau rythme et surtout, j'avais l'impression de redémarrer à zéro. Donc je me suis retrouvée toute seule et là, que des étrangers, les Coréens, les Espagnols, les Italiens, les Belges, enfin, tous des gens qui venaient du monde entier faire le chemin et qui démarrent à Saint-Jean, donc qui démarrent la traversée des Pyrénées, donc qui sont en galère de ouf, alors que toi, ça Ah fait oui. 3 semaines que tu marches. Et en fait, ouais, beaucoup plus de monde aussi. Moi, en soi, mes réservations, pareil, j'ai gardé ce rythme de réserver 3-4 jours au fur et à mesure, en fait, de mon chemin. Mais là, j'ai marché principalement toute seule en Espagne, clairement. J'avais mon rythme, il me plaisait. J'adorais marcher tôt aussi. Et je marchais souvent de nuit tôt à la frontale. Et j'aimais vraiment ça. C'était un rythme que j'avais pris où à 5 heures du matin, j'étais en train de partager sur Instagram que ben, voilà, je partais, j'avais tant de bornes à faire. Que voilà, j'étais là, j'arrivais là. Voilà, c'était un rythme un peu différent et il me plaisait. Je me retrouvais vraiment avec moi-même. J'étais bien. Autant en France, c'était le partage et c'était peut-être le moment où j'ai pris un peu le rythme, un peu. Voilà, on est un peu paumé quand on démarre, on sait pas trop pourquoi on fait ça et on se retrouve peut-être avec des difficultés avec soi-même. Et puis en fait, cette atmosphère entre Français
a remis un peu de peps. Et puis une fois que je suis arrivée en Espagne, moi, je savais que j'allais au bout et voilà, et c'était mon objectif, quoi, clairement. Puis à ce moment-là, du coup, t'étais en pleine forme, quoi. Donc tu traçais et t'y allais. Exactement, c'était vraiment ça. On n'était plus sur du 20 bornes, on était sur du peut-être en plus dans le 28, 32 bornes, alors que les gens démarraient et qu'ils n'étaient pas du tout encore dans ce rythme-là. Donc ouais, moi je bombardais. Et d'ailleurs, j'entendais des commentaires. Parce que moi, je marchais toute seule et j'entendais des commentaires des Anglais qui disaient mais pourquoi les gens vont aussi vite? Je comprends pas. Mais parce qu'en fait, mon corps, moi, je suis dans le rythme. Ils disent oui, mais c'est un chemin, faut prendre le temps. Mais en fait, c'était ma façon à moi de marcher à ce moment-là. Enfin, moi, j'avais peut-être 100 bornes, 600 bornes dans les pattes et lui, il démarrait. Donc, forcément, Oui. on n'était pas du tout au même rythme, Ça, quoi. ça a jamais grand sens, ces remarques sur les rythmes, parce qu'en fait, enfin, Ouais, ce qui est lent pour quelqu'un va être rapide pour quelqu'un d'autre. Enfin, en fait, c'est juste, faut avoir son rythme, quoi. c'est ça. Et du coup, en fait, on a l'impression à t'entendre que ton voyage finalement était un peu séparé en deux, quoi. Il y a vraiment la partie française, la partie espagnole, atmosphère différente, rythme différente, même habitudes différentes. Enfin, c'était un peu deux voyages en un, quoi, finalement. Ouais, ouais, ouais. Et puis surtout, les rencontres en France, il y a un moment donné, je me souviens, on était des jeunes, on était entre nous, et c'est vrai qu'on n'avançait pas trop, on faisait du 18 bornes, enfin, c'était un peu, voilà, on prenait notre temps. Et en fait, j'ai eu une crampe qui est arrivée à mon mollet, qui m'a fait horriblement mal. Euh, et je pense qu'à ce moment-là, je m'hydratais pas assez. Et là, j'ai pris conscience, j'ai dit, là, ça va pas le faire, j'avance pas, on est là entre nous, on se ralentit, ça va pas, je suis pas partie pour ça. Et en fait, là, j'ai fait une vraie pause de 2 jours. Je me suis avancée en bus. En fait, tu sais, t'as les espèces de bus là, la malle postale aujourd'hui qui te permet de, effectivement, quand t'as besoin, tu téléphones, tu dis je suis blessée, est-ce que c'est possible de m'avancer? Et en général, ils le font, c'est assez cool là-dessus. Donc j'ai dû m'avancer d'une ou deux étapes et je me suis dit bon allez cette fois, je me pose 2 jours et je me suis massée, enfin j'ai fait attention à moi, j'ai pris soin de moi. Et au bout de 2 jours, j'ai croisé des gens qui étaient avec moi bien avant et qui, eux, ont bien avancé. Et au final, j'ai pris le rythme avec eux et les petits jeunes avec qui j'étais, bah oui, ils étaient loin derrière. Et au final, voilà, ça m'a fait me rendre compte que il fallait que j'avance, que j'étais là avant tout pour moi et qu'il fallait qu'un peu, tu vois, je pense à moi et pas que je me traîne dans ce truc, on est en groupe, il faut rester en groupe. Enfin, en fait, c'était du confort. C'était du confort. Et, et d'être ensemble et de se dire, ah, on est ensemble dans les hébergements, on mange ensemble, on marche ensemble. C'était du confort. Et en fait, je me suis vite rendu compte que j'étais pas venue chercher ça. Et j'ai complètement cassé ce truc-là et je suis partie. Et voilà, j'ai trouvé un autre rythme avec d'autres gens que j'avais rencontrés en amont et avec qui ça collait aussi. Et on était effectivement dans cette même atmosphère. Et surtout, euh, avec ce nouveau groupe que d'ailleurs je suis encore en contact, c'était une Australienne qui était venue et qui vient régulièrement faire des chemins. Et en fait, on avait ce rythme où on se laissait de la distance, on faisait les étapes ensemble, mais parfois je marchais devant, parfois derrière. Enfin, on se laissait un peu cette liberté et cette souffler d'être qu'avec nous-mêmes. Et ça, c'était vraiment cool. Et là, j'ai commencé à vraiment trouver bien mon rythme, en tout cas sur cette partie française, quoi. Et on a été au bout Ouais. d'ailleurs ensemble, on a été jusqu'à Saint-Jean-de-Pied-de-Port, quoi. Ah ouais, ok. Ouais, c'est intéressant de voir comment ça évolue aussi au cours d'un voyage qui est long, donc. Et question, donc toi tu l'as fait aussi, donc tu es une femme, tu l'as fait en solo. Comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que c'était très facile, genre pas de problème? Est-ce qu'il y avait Ouais. des petites choses sur lesquelles tu as trouvé ça un peu plus compliqué? Non, j'ai pas ressenti de l'insécurité. J'ai pas eu de problème particulier. C'est vrai que je lis des choses et des fois à droite à gauche où effectivement ça peut arriver. Mais globalement, que ça soit en France ou à l'étranger, je trouve que le chemin il est quand même assez bienveillant. Les gens sont bienveillants. Moi, combien de fois ça m'est arrivé de m'arrêter pour voilà me masser les pieds ou des choses comme ça. Tout le monde, mais vraiment tout le monde me demandait si ça allait, si j'avais besoin de pansements, si j'avais besoin de quoi que ce soit. Et en retour, ben moi je faisais pareil quand je voyais les gens qui étaient arrêtés, qui avaient besoin de quoi que ce soit. Mais non, c'est relativement bienveillant.
Bien sûr que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de tomber sur des hébergements pas tip top et où voilà, c'est une question de business ou que le truc il est insalubre et ça arrive, mais ça n'a rien à voir au fait que je sois une femme. Mais non, globalement, moi j'ai croisé pas mal de nanas solo qui faisaient le truc solo. Il y en a qui le faisaient en camping, enfin qui campaient et tout. Non, globalement, moi en tout cas à l'époque où je suis partie, j'ai pas ressenti de problème particulier vis-à-vis de ça et les hommes que j'ai croisés étaient plutôt bienveillants. Donc, je trouve que c'est quand même un chemin qui est relativement bienveillant et cool pour ça, quoi. Mmh. Ah bah super, ça fait plaisir d'entendre ça. Est-ce qu'il y a des moments, vraiment particuliers dont tu te souviens qui ont été vraiment difficiles et comment est-ce que tu es passé outre? Comment est-ce que tu as surmonté ça? Je pense que, en vrai, quand je réfléchis, j'ai 2 moments difficiles. Le moment du départ, je me dis: «Putain, je suis en train de faire quoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça?» Vraiment. Je me suis dit tu sais, je me suis arrêtée, je me suis assise au milieu du chemin, comme une merde et parce que j'avais des ampoules qui arrivaient. C'était le 1er jour et je me suis dit: «Mais pourquoi je fais ça?» Enfin et j'étais là en train de me dire: «Mais viens, fais demi-tour. Tu pas loin, fais demi-tour». Et en fait, non, j'ai persévéré, mais c'est vrai que le départ est difficile. Les premiers 10 jours, pour moi, ils ont été difficiles. En plus, je me suis coupée vraiment de tous les réseaux. Je partais pour moi et je me suis coupée de tout ça. Mmh. Et c'était difficile. Je pleurais beaucoup. J'essayais de comprendre pourquoi j'étais là, etc. Et on va dire que ouais, cette période-là, elle était difficile parce que bah tu souffres physiquement, psychologiquement tu comprends pas trop pourquoi t'es là, t'as pas encore de réponse à tes questions. Voilà, il y a tout cet aspect où c'est avec toi-même clairement. Et le deuxième moment difficile, ouais, c'est la partie France-Espagne où je me retrouve toute seule à nouveau et que je me dis ouais c'est chaud. Tous les gens là autour de moi, je les connais pas, je sais pas c'est qui. Et ça a été perturbant pour moi. Et le fait d'arriver aussi dans un nouveau pays, là, du coup, tu parles plus français, tu parles anglais. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Et puis, en fait, je me suis pas trop laissée abattre. Je me suis dit, allez. Et c'est là que j'ai pris le rythme où je partais un peu plus tôt pour justement ne pas me laisser envahir par toutes ces nouvelles personnes. Pas que je voulais pas faire des rencontres, mais moi, j'étais dans une atmosphère où j'étais déjà partie. Ça faisait longtemps. Et en fait, je voulais pas me laisser envahir par peut-être pas des choses négatives, mais peut-être des choses qui auraient pu me perturber. Et en gros, ouais, je partais tôt et en fait, tous les gens que j'ai ensuite recroisés sur le chemin étaient au même rythme que moi et ça collait. On se disait bonjour, on se parlait pas forcément, mais c'était juste ah bonjour, bah bon chemin aujourd'hui. On se dépassait, enfin tu vois, on se recroisait. On n'était pas forcément du tout sur les mêmes hébergements. Et ouais, la partie effectivement Espagne au départ, c'était un peu difficile. Ouais. Et côté, plus positif, est-ce que tu as une anecdote, sympa ou mémorable que tu as envie de nous raconter? Alors, en vrai, tout le chemin est mémorable, clairement. Tout est positif là-dessus, au final. Enfin, avec le retour d'expérience, tout est positif. Mais je crois que c'est mon dernier jour qui est le plus incroyable de tout. Je pars. Faut savoir un truc, c'est qu'en Espagne, les derniers 100 kilomètres sont sacrés chez les Espagnols. Donc souvent, ils viennent, ils font les derniers 100 kilomètres. Sauf que toi, tu viens de loin, et eux, ils débutent. Donc du coup, eux, ils sont un peu dans cette atmosphère de fête, de kiffer, de machin, sauf que t'es en auberge de jeunesse, toi tu viens de faire 1000 bornes, et qu'eux ils rentrent, il est 3 heures du matin, ils sont défoncés, ils font un bordel monstre, il est 3 heures du mat, ils te réveillent, alors que toi t'es dans un rythme où tu te lèves vers 4h30, 5h, et là t'es vénère parce que tu te dis putain, ça fait chier quoi, tu vois, moi je suis à fond, ils respectent pas, c'est pas cool. Et en fait, j'ai dit OK, bon. Et il était censé me rester une étape. Et après, j'arrivais à Santiago. Il était 3h30, j'étais réveillée. Impossible de me rendormir. J'avais pas à me rendormir pour 1h30. J'ai dit OK. Il dormait pas, de toute façon. J'ai dit OK, je me suis habillée. Je suis partie. Clairement, ouais, voilà. Il devait être 4h au moment où je suis partie. 4h, 4h30. Donc, de nuit, frontale. Personne sur le chemin, forcément. Et là, je croise un gars, je marchais tranquille. Là, je me suis dit, ouais, ça sert à rien de me presser. J'ai 20 bornes à faire. C'est ça que je me suis dit, j'avais 20 bornes. Et je croise un gars
Et il faut savoir un truc, il y avait une brume de malade mental, on n'y voyait pas à 200 mètres. Et bon, bref, je marche et il me dépasse. Et je me suis dit, putain, je suis toute seule sur le chemin, il fait nuit, vas-y, je m'en fous, je le suis, je bombarde. Donc je le suis. Et je le voyais qu'il se retourne. Il était loin, hein, mais je le voyais qu'il se retournait. Et à un moment donné, le mec, je sais pas ce qu'il a foutu, mais il met une lumière dans son sac à dos, derrière son sac à dos, ce qui fait que je le voyais très loin avec la brume. Et donc, je dis, ok, c'est cool parce que je le vois, donc il est toujours dans ma ligne de mire. Et en fait, on bombarde. Et on arrive à un moment donné, il commence à faire jour, et on arrive à un moment donné à un bar, on s'arrête. Il arrive forcément avant moi, je prends un café, machin et tout. Il me dit, putain, tu marches. C'est un Italien, donc il me parle en anglais. Il me dit, putain, tu marches bien et tout. J'ai dit, ben ouais, il me dit, tu m'as bien suivi. J'ai dit, ouais, bah c'était un peu difficile au début, mais je t'ai bien suivi. Il me dit, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai mis une lumière exprès pour que tu puisses me suivre et me voir de loin parce qu'il y avait de la brume. Et du coup, je l'ai remercié et j'ai trouvé ça très gentil de sa part. Et je l'ai remercié. Il me dit, tu vas où aujourd'hui? J'ai dit, bah normalement, je m'arrête là. Il me dit, mais tu vas pas t'arrêter là. Il est 8h, il était 8h30, 9h. Il me dit, il te reste, je crois qu'il me restait peut-être 20 bornes, 22 bornes à faire. Et j'arrivais à Santiago, il était 8h. Et je pense que j'arrivais à ma prochaine étape dans 1h, 1h30, tu vois. Et il me dit, faut que tu ailles au bout aujourd'hui. Tu vas pas t'arrêter à une étape. Il est 8h, faut que tu ailles au bout. Dans ma tête, je dis, ok, ça me travaille, machin et tout. Il me dit, on se voit à Santiago. Je dis, ok. Et en fait, effectivement, il a raison. Il est 9h30, 10h. J'arrive à mon étape, à mon hébergement. Enfin, les gens partent à cette heure-là et moi, j'arrive, quoi. Donc, ça a aucun sens. Et du coup, j'annule mon hébergement. Je dis, ok, vas-y, tu sais quoi, je fais les 22 bornes qui me restent. Et du coup, je bombarde. Enfin, les 20 bornes qui me restaient. Et du coup, je bombarde. Et en fait, j'ai fait 40 bornes ce jour-là. Et je suis arrivée, au lieu de le faire en deux étapes, ben, je l'ai fait en une étape. Et je suis arrivée à Santiago. Et j'ai recroisé ce gars avec qui en fait on a été chercher notre Compostela au bureau d'accueil. On a déjeuné ensemble ce matin-là. Le lendemain plutôt, et on a été dîner ensemble. Et en fait, on a passé des moments à Santiago. Et en fait, il était ultra bienveillant. Et on a fait des photos ensemble devant la cathédrale. Enfin, il m'a marqué en fait parce qu'en fait il m'a poussé en me disant mais tu marches depuis la France, qu'est-ce que tu veux faire 20 bornes, va au bout. Et en fait il avait tellement raison. Et du coup ouais, ça a été il a marqué mon chemin pour ça. Enfin en tout cas c'est ce que je raconte souvent, c'est que il m'a marqué, on est toujours en contact. Et ouais, il a bien fini mon chemin, il m'a bien aidé à finir mon chemin en tout cas. Ah, c'est génial, excellent. Ouais. Merci pour l'anecdote, c'est top. Et au final, alors, est-ce que une fois que t'as terminé, tu t'es dit, bah, est-ce que j'ai trouvé ce que j'étais venue chercher? Ouais, clairement, parce que je l'ai senti avec moi-même déjà, parce qu'au début j'étais complètement coupée de tout, hein. Vraiment, je suis partie, j'avais mon téléphone par rapport à ma maman pour donner des nouvelles, mais tous les gens qui m'appelaient, qui m'envoyaient des messages, je répondais à personne. Vraiment, j'étais tellement psychologiquement pas bien que je répondais à personne, et j'ai perdu des amis à cause de ça. Mais c'était moi, j'avais besoin de ça. Et en fait, quand je suis arrivée après en Espagne, j'ai commencé à repartager mon truc. Puis les gens, ils étaient dingues de voir ce que j'étais en train de faire. Donc du coup, j'ai eu vraiment un élan de solidarité après tout le reste de mon chemin. Et oui, ça a répondu à des questions où, bah voilà, tu sais ce que c'est. Je voyage tout le temps. Je suis tout le temps sur la route. J'ai pas de chez moi. Ben voilà, c'est difficile de voir ses amis régulièrement quand on est tout le temps en voyage. Et en fait, j'étais en interrogation de tout ça. Et en fait, mes questionnements à ce moment-là étaient est-ce qu'il faut que j'achète un appartement? Est-ce qu'il faut que j'ai un pied-à-terre? Est-ce qu'il faut que je fasse un enfant? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Alors, l'enfant, il est pas là. Je pense pas qu'il arrivera un jour parce que clairement, j'aime trop ma vie et ma liberté pour faire un enfant, clairement. Mais voilà, j'ai investi, j'ai acheté un appartement, j'ai mon chez moi, j'ai mon pied-à-terre, et c'était l'interrogation. Et clairement, hein, je suis rentrée du chemin, ça a été j'ai pris contact avec la banque, j'ai fait des recherches et j'ai acheté un appartement. Tu vois, je suis rentrée fin août, l'appartement, je le signais fin décembre.
Voilà, en gros. Ah, c'est fou, ça t'a vraiment fait, en fait, Élément réfléchir et déclencheur. trouver les solutions, quoi. Ouais. Ouais. Et maintenant, on est quelques années après. Qu'est-ce que t'en retiens, en fait, au global? Alors, j'ai l'impression que ça a été quand même assez génial, à tout point de vue, enfin, que ça t'a beaucoup apporté. Mais c'est vrai que là, t'as un peu de recul aussi, donc c'est toujours intéressant de savoir quelques années après, ce qu'on en retire, en fait. Je pense que c'est la meilleure expérience de ma vie. Enfin, pourtant, je voyage beaucoup, je vois beaucoup de choses. Je vois des choses aussi des fois où j'ai l'exclusivité de pouvoir les voir ou faire, parce que des fois c'est pas forcément accessible au public par mon métier. Mais clairement, c'est la plus belle expérience humaine de toute ma vie, parce que tu marches avec des gens qui s'en foutent de qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as. Voilà, c'est des gens on est tous au même niveau, on est là, on marche, et en fait, c'est la plus belle expérience humaine. Pour moi, c'est un peu le chemin de la liberté. Enfin, les gens ne sont pas là pour te juger, ils sont pas là pour voilà, pour apporter. Enfin, chacun vit son chemin et on le partage si on a envie de le partager, et on le partage pas et on n'est pas obligé de garder contact avec les gens. C'est vraiment, et il n'y a pas d'amertume à tout ça. Pour moi, c'est la plus belle expérience, et je le ressens aujourd'hui parce que j'y pense régulièrement et je me dis putain, faut que je reparte. Il faut que je refasse un truc pareil. Il faut que j'y retourne parce que ça me fait du bien. Et en fait, je me suis aperçue que c'est quelque chose dont j'avais besoin pour me retrouver avec moi-même. Alors, c'est assez difficile parce que c'est de la grosse itinérance et qu'il faut s'organiser pour ça par rapport à mon emploi du temps et tout. C'est vrai que l'année dernière, je suis partie, j'ai fait le chemin de Stevenson et ensuite je suis remontée au Puy et j'ai enchaîné avec justement la partie du Puy-en-Velay jusqu'à Cahors, que j'avais pas pu faire parce que voilà, je suis à Cahors. Donc ça a fait du bien, mais je me rends compte que j'ai besoin peut-être aussi un peu de défi. Euh, et dans ma tête, ça fait plusieurs années que je me dis, j'ai le choix entre deux itinéraires. C'est soit je refais Compostelle, mais je me donne le défi de le faire en moins de temps, donc au-delà de Ok. moins que cette semaine. Mais je me dis, bah, je l'ai déjà fait, c'est un peu dommage, voilà. Et là, je sais que depuis quelques années, il y a un chemin qui a ouvert en Roumanie qui part du nord jusqu'au sud. Il y a 1400 kilomètres. Et c'est vrai qu'il me fait de l'œil depuis son ouverture, donc ça doit faire 2-3 ans. Et je me dis, et là, cette année, je me suis dit, ouais, j'étais tellement tout le temps en voyage, je me suis dit, ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de mon moment à moi. Et je pense que l'année prochaine, je vais me lancer sur ce défi-là, ouais. Génial. Bah, j'espère que tu viendras nous le raconter. Avec plaisir. Et pour terminer, quel conseil est-ce que tu donnerais à une femme qui envisagerait de faire le chemin de Compostelle comme toi? En vrai, faut se lancer. Sincèrement, faut pas avoir peur parce que déjà, enfin, si on fait la partie française, on est en France, donc on est dans son pays. Après, bon, l'Espagne, c'est pas bien loin non plus. Et en vrai, aujourd'hui, encore plus que quand moi je l'ai fait, tout est aménagé pour le chemin de Compostelle. Il y a des bus, il y a tous les restaurants, il y a les gîtes. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont. Et aujourd'hui, il y a aussi Internet, les groupes Facebook qui permettent aujourd'hui, s'il y a une galère, voilà, de pouvoir trouver de l'entraide. Mais honnêtement, moi, je pense qu'il faut se lancer. Faut pas partir avec des a priori. C'est un chemin qui est cool. Il y a tout pour s'organiser quand si on a peur et qu'on a besoin que tout soit contrôlé. Et il y a tout qui est fait pour. Et justement, ça permet peut-être quand on est dans le contrôle, de pouvoir lâcher prise au fur et à mesure du chemin. Parce qu'au début, on va vouloir contrôler, tout réserver, tout planifier, tout et tout. Et puis au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'on peut être bien. Et je pense que c'est un bon moyen pour une nana solo de se lancer, voilà, de se donner aussi un défi. Il y a pas, c'est pas dangereux le chemin. On croise tellement de gens que franchement, faut vraiment pas avoir de chance pour vraiment. Enfin, c'est quelque chose qui pourrait arriver quotidiennement, j'ai envie de dire. Le Oui, bien chemin, sûr. vraiment, c'est cool, c'est bienveillant. Aujourd'hui, je pense moi, je vois beaucoup de messages passer. Il y a plein de femmes qui le font en solo. Donc, franchement, faut pas attendre auprès des gens, faut pas attendre auprès de ses amis, faut foncer, c'est facile. Il y a tout pour s'organiser. Donc, en vrai, faut foncer, quoi. Parfait. Bah, c'est parfait comme beau message pour terminer. Et où est-ce qu'on peut te suivre en ligne? Je mettrai des liens, mais si tu peux nous dire quand même si on a envie de suivre tes aventures.
Ouais, bah, c'est vrai que je partage beaucoup sur, mon Instagram, JD Road Trip, et je pense que, tu vois, si je repars faire le chemin en Roumanie, je pense que je vais le partager quotidiennement. Clairement, les gens, ils aiment voir ça, ils aiment voir que alors ils aiment voir que tu galères, ça c'est clair, ils aiment bien voir ça, mais ils aiment bien voir si tu vas aller au bout et si tu vas y arriver. Donc en fait, ouais, moi je partage beaucoup sur mon Insta. Après, je suis aussi sur Facebook du même nom, JD Road Trip, ou ma page perso, Jenny Diab. Et puis après, il y a mon site, jdroadtrip.tv, où on peut retrouver effectivement toutes mes expériences, autant sur le chemin de Stevenson ou Compostelle, où justement j'ai écrit un article pour les femmes qui veulent se lancer aussi. Voilà, il y a plein de choses qui sont liées à ça et aux randonnées que je peux faire par rapport en tant que femme solo. Bah super, merci beaucoup. Bah merci énormément d'être venu partager ça. Tu nous as donné plein d'infos. Moi, tu m'as à fond donné envie d'y aller. J'avais Eh ben fait il y a voilà. quelques années 2 ou 3 étapes, je crois, mais j'avais pas énormément de temps. Mais c'est vrai que ça m'avait bien plu. Je Ouais. débutais aussi complètement la rando et c'était plus ou moins parti sur un coup de tête, donc c'est rigolo. Mais en tout cas, ouais, ça donne très envie. Et donc merci d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Avec grand plaisir, c'était top de pouvoir en reparler. Moi, j'ai toujours plaisir à en reparler, ça me lasse pas, quoi.